C'est l'un des meilleurs combattants MMA que la France possède. Karl Amoussou, connu dans les octogones sous le pseudo simple et efficace de Psycho, possède l'un des plus beaux palmarès tricolores. À l'approche de son prochain combat, il a accepté l'invitation de la reine. Bienvenue dans l'Arène Podcast, c'est l'épisode 32. Salut Karl. Salut Saïd. Bienvenue dans le podcast L'Arène, ça fait hyper plaisir de t'avoir comme invité. Donc merci infiniment d'avoir répondu Merci beaucoup. positivement. Le plaisir est partagé, vraiment. Alors moi, avant de poser des questions et de te cuisiner, entre guillemets, j'aime bien laisser les 30 secondes comme ça à l'invité pour qu'il puisse se présenter, parce que je sais qu'il y a des gens qui te connaissent, il y a des spécialistes, mais il y a ceux qui écoutent l'Arène, qui aiment bien découvrir les combattants, qui te connaissent peut-être pas, donc à toi Bien, l'honneur. bien sûr, moi je m'appelle Karl Amoussou, surnom Psycho, combattant de MMA, vieux combattant de MMA maintenant, 36 ans, et surtout pas vieux en termes d'âge, mais vieux en termes de carrière. 16 ans de carrière pro, donc premier combat pro à l'âge de 20 ans. Et je suis le welterweight français le mieux classé de tous les temps. Voilà, j'ai eu des beaux accomplissements de carrière. On me définit comme étant un finisher, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment finir les combats donc par KO ou soumission. Sur mes stats, j'ai 27 victoires, dont 24 par finalisation. Sur les 24, il y en a 20 en premier round. Donc, ça montre un peu le style, voilà, style très agressif, explosif. Je suis très explosif, c'est ma qualité principale. Et voilà, je me retrouve là pour ce qui est, pour ce qui semble être le plus gros affrontement franco-français que nous ayons eu sur le territoire. Donc, c'est vraiment un combat qui est extrêmement stimulant et j'ai hâte d'y être. Exactement, tu fais bien de me le dire parce que si je t'ai pour ce podcast, c'est OK pour parler de ta carrière, mais c'est parce que tu vas combattre, alors au moment où on enregistre, dans une semaine, à Arès 7, si je ne dis pas de bêtises, C'est ça. à Paris. Et c'est vrai que comme tu le dis, c'est un énorme combat qui t'attend. Et en plus, devant ton public, encore une fois, ça fait du bien de combattre devant le public, j'imagine, le public français, comme tu l'as déjà fait dernièrement. Mais voilà, là, tu enchaînes les combats devant le grand public et normalement, ce grand public français devrait se régaler avec ce combat. Le public va se régaler, ouais, le public va se régaler. Alors, tu dis devant mon public, mais ça ne sera pas que mon public parce qu'on est deux combattants français. Le public sera divisé, sera partagé. C'est bien aussi, et ça apporte des bonnes sensations. Et non, j'ai hâte de retrouver mon public. J'ai même hâte de retrouver les gens qui ne me soutiennent pas forcément parce que ça met de l'ambiance, ça met de l'ambiance, ça met des vibes, on prend tout, on prend les bonnes vibes, on prend les mauvaises vibes, on prend tout et on essaie d'en faire une petite sauce avec et d'en faire le meilleur. Et aujourd'hui, je suis un combattant expérimenté et, euh, et justement, j'arrive à très bien gérer toutes ces émotions. Avec les années, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Combattre contre un Français, est-ce que justement alors c'est bien parce que forcément ça montre que le niveau français est une bonne chose, j'imagine. Enfin, est un bon niveau, pardon. Le niveau Ouais, français, alors, pardon, est bon. combattre contre un Français ne veut pas dire que les Français ont un bon niveau, mais les Français ont un très bon niveau, effectivement. Parce que tu peux combattre contre un Français qui est classé à 500 mondial et avoir un classement qui est bien au-dessus. Donc, c'est pas parce que j'affronte un Français que le niveau français est haut, mais le niveau français est effectivement haut. Abdul est un combattant très fort, qui est le numéro un actuellement, pour encore une petite semaine. Après, après, malheureusement, il semblerait qu'il recule de quelques places. En tout cas, ça c'est à moi d'en faire mon affaire. Hein, alors, je plaisante un petit peu quand je dis ça, Mm. mais je plaisante à moitié parce que, bien entendu, je vais au combat avec toute la détermination de la préparation. Et en fait, il y a une seule issue possible dans ma tête. Et c'est comme ça que ça doit être, d'ailleurs. Donc, euh, donc bien entendu, je compte reprendre ma place de numéro un français. Comment tu fais pour avoir une carrière aussi longue? Voilà, j'imagine que c'est forcément les à côté, bien s'entraîner, bien se préparer, mais j'imagine que c'est surtout aussi dans la tête.
C'est la tête. C'est la tête. Avant tout, chez moi, c'est la tête. Je suis un animal. La vérité, c'est que je suis un véritable animal. Il y a 10 ans, je remportais le tournoi du Bellator et j'étais le numéro un en France. 10 ans plus tard, je suis numéro 2 et je dispute la place de numéro un. Donc, si je remporte ce combat, j'aurais été numéro un en 2012 pendant, je crois, 6-7 ans d'affilée et je serais à nouveau numéro un en 2022. Donc, si ça ne montre pas un esprit de persévérance totale, et voilà. Moi, je suis quelqu'un qui ne reste pas, qui ne reste jamais à terre. Donc, je peux perdre des combats, hein. Je peux perdre des combats. Mais être un champion, c'est pas avoir une ceinture autour de la taille. Être un champion, c'est être capable de se relever à chaque fois. C'est être capable de se relever à chaque fois qu'on tombe. Et je suis un champion. Et je suis un champion et je pense que des gens qui ont cette force de caractère, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup et je crois que c'est ça qui fait la différence et qui fait la différence de durée, qui fait que de ma génération, on est seulement deux à être encore là et à performer. Il y a Grégory Baben et il y a moi. D'ailleurs, on s'était affrontés en 2009, Grégory Baben et moi. Et nous deux, on est encore en haut de l'affiche aujourd'hui, dans des organisations différentes. Lui est au Bellator et moi, je suis en tête d'affiche de l'ARES. Mais voilà, c'est pas le hasard qui fait ça, c'est pas le talent. Il en faut bien sûr, mais c'est l'abnégation, c'est le travail, c'est revenir après un échec, c'est revenir après une blessure, c'est jamais lâcher l'affaire. Ça, c'est un truc que je ne connais pas. Moi, en fait, tant que tu m'as pas éliminé, tant que je peux encore ramper, je suis encore en danger pour toi. Et ça se prouvera aussi dans le combat. S'il devait y avoir des séquences dures, tu verras, vous verrez que tant que moi, tu ne m'as pas éliminé, tant que tu ne m'as pas mis out, je suis encore en danger. Et à chaque seconde des cinq rounds de 5 minutes, je serai en danger pour Abdul. Est-ce que ça, c'est Tu sens l'attention là. Ah, grave, là, je suis en train de me dire, bon, là, je suis déjà chaud, moi. Tu vois, j'ai déjà envie d'être devant la cage. Non, mais est-ce que ce trait de caractère, tu l'as forgé ou est-ce que tu l'as eu depuis tout petit? Il s'est forgé depuis tout petit. C'est vraiment mon grand frère Wolf qui m'a transmis ça. Wolf, c'est le plus grand guerrier que je connaisse. J'ai toujours, c'est pas le mec le plus doué. Il a été champion de France de judo, il a été champion d'Allemagne de judo et il a été champion de France en battant Larbi Ben Boudaoud, je ne sais pas si tu connais, qui avait battu Larbi Ben Boudaoud en finale du championnat de France à l'époque où Larbi était, où je crois juste après, il a été vice-champion olympique ou quelque chose comme ça. Enfin, quand il était à son apogée, il a battu Larbi et il a remporté le championnat de France. Et c'était pas le mec le plus doué, mais c'était le mec qui lâchait jamais l'affaire. Et quand j'étais gamin, il m'amenait courir, j'avais pas envie, il me frappait pour que je cours, il était dur avec moi et je comprenais pas à l'époque que c'était de l'amour. Et c'est de l'amour, et c'est énormément d'amour, et c'est de lui que je tiens cette force de caractère. Alors, bien sûr, j'ai développé ma propre personnalité, et j'ai vécu mes propres expériences, et beaucoup d'expériences douloureuses ces derniers temps qui m'ont énormément, beaucoup de trahisons, de déceptions, qui m'ont encore plus endurci. Et là où beaucoup de gens se seraient affaiblis, moi, je suis devenu encore plus un animal, et j'avais qu'une idée en tête, c'était de revenir. Et chaque combat, c'est une victoire. Victoire ou défaite, chaque combat, depuis que je suis revenu l'année dernière, c'est une victoire parce que je montre à ceux qui ont pensé qu'ils allaient me tenir la tête sous l'eau que j'ai sorti la tête et que je les regarde droit dans les yeux et que je leur dis que je suis encore là et que moi, je suis prêt à mourir debout. Et ma façon de penser, c'est vraiment ça. Moi, je suis prêt à mourir debout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec ça. Mourir debout. C'est des mots durs quand même quand on est combattant, de se dire, ouais, voilà, mourir debout, il n'y a aucun souci. Est-ce que, enfin, je sais pas comment dire, enfin, une personne lambda va se dire, ouais, c'est quand même dur de se dire ça, enfin, ouais. Mais c'est justement, et vraiment, sans prétention aucune, c'est parce que je ne suis pas une personne lambda. Parce que tu ne fais pas ce que je fais en étant une personne lambda. Tu n'es pas un champion en étant une personne lambda. Et il y a rien de mal, qu'on s'entende bien, il n'y a rien de mal à être une personne lambda. Mais tu n'atteins pas l'élite en étant quelqu'un de normal. Euh, je suis différent de ma femme, très différent. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas, malgré que ça fasse 10 ans qu'on est mariés, parce qu'on n'a pas le même mode de fonctionnement. Parce que je suis un combattant dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, je refuse de baisser la tête. N'importe quelle épreuve, je vais aller devant, je vais aller au-devant de ça. Je ne connais pas la fuite, je connais seulement avancer, avancer, avancer. Et d'ailleurs, ça
ça se retrouve dans mon style de combat. Ouais. Et non, je ne suis pas quelqu'un de lambda. Je suis pas quelqu'un de lambda. Et oui, ce sont des mots durs pour un combattant qui est dur et qui est conditionné mentalement pour la plus grosse des guerres de sa carrière. Et tu peux me parler à un autre moment où j'aurais des mots beaucoup plus apaisés. Mais là, moi, je suis en guerre. Alors, je ne veux pas plagier Emmanuel Macron, mais Ah non, je n'étais pas prêt. mais Manu, si tu me regardes, Dédicace. mais non, blague à part, je suis en guerre. Je suis en guerre. Et puis, et j'y vais avec plaisir. Et j'y vais avec grand plaisir. Voilà, moi, ces dernières années, j'ai connu l'enfer. Et là, j'y retourne avec plaisir. J'y retourne avec grand plaisir. C'est de tes origines, ce caractère, tes origines franco, béninois, allemand. Non, je pense que ça n'a rien à voir parce que je pense que ça n'a rien à voir parce que je ne ressemble tellement pas à mes parents au niveau de la personnalité que je leur ressemble vraiment pas ni à ma mère ni à mon père. On a des caractères totalement différents et non, je ne crois pas que ce soit quelque chose des origines. Qui plus est, le métissage, c'est quelque chose de très particulier parce que tu prends un mix de partout. T'es métisse, mais en France, bah, tu es vu comme un noir ou éventuellement un métis, mais la plupart du temps, on va dire un Renoir plutôt qu'un métis. Tu vas au pays, au Bénin, on dit que tu es un blanc. Donc, tu vois, ne serait-ce que ça, pour te forger un caractère quand tu es gamin et te trouver une véritable identité, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de simple. Donc, non, je pense pas que mon caractère soit particulièrement influencé par mes origines. Je pense qu'il est plutôt influencé par mon vécu, par mes expériences de vie, beaucoup au début par mon grand frère Wolf. Ouais. Et voilà, c'est ce qui a eu un rôle très important dans ma vie, dans ma carrière, mais au-delà de ça, dans ma vie. Justement, alors, en parlant de ta jeunesse, tu as commencé par tout de suite les sports de combat. Comment ça s'est passé pour toi? J'ai commencé à l'âge de 3 ans et demi par le judo. J'ai commencé à l'âge de 3 ans et demi par le judo, que j'ai pratiqué jusqu'à 18 ans, jusqu'à mes 18 ans. Entre-temps, pendant que j'étais pratiquant de judo, pendant 8 ans, j'ai fait de l'équitation. Ah, génial. Je faisais du saut d'obstacle et j'étais très, très bon. J'ai été vice-champion d'Île-de-France, j'ai participé 2 fois au championnat de France de saut d'obstacle. Ok. Je suis galop 7 pour les connaisseurs. Donc, galop 7, c'est genre black belt en judo. Et, ouais, alors ça, c'est un truc que pas beaucoup de gens savent et qu'on trouve vite bizarre. Mais ouais, j'adorais ça. J'ai fait ça de l'âge de 8 ans jusqu'à mes 16 ans. Puis après, ça prenait trop de temps, trop de place. Et il a fallu se consacrer sur le judo. Et ensuite, je fais un petit peu de jiu-jitsu fighting, Ouais. mélange de judo et de karaté pendant 1 an et demi à peu près. Puis je suis passé dans le même temps, je faisais le switch vers le MMA entre mes 18 et 20 ans et premier combat pro à 20 ans. Le premier combat à 20 ans, comme tu as dit, maintenant 36 ans, donc une longue carrière de 16 ans. Dans cette longue carrière, heureusement ou malheureusement, ça dépendra dans quel côté on se met, mais c'était qu'à l'étranger, à cause de la non-légalisation du MMA en France. Donc, j'imagine, la question, je sais qu'elle elle est bizarre, enfin, elle n'est pas bizarre, mais elle est un peu bête, mais est-ce que ça a été compliqué de combattre à l'étranger? J'imagine que non, parce que forcément, vu la carrière, mais voilà, la question mérite quand même d'être posée. Non, là où c'est compliqué, c'est que c'est difficile d'avoir des appuis des sponsors quand tu combats à l'étranger. Là, j'ai eu énormément de soutien au niveau des sponsors et d'ailleurs, je les remercie vraiment parce que sans eux, j'aurais pas pu faire la préparation que j'ai faite. Et vraiment, c'est important aussi de savoir dire merci parce que il faut prendre conscience qu'on n'est pas tout seul. Alors, je parle des sponsors, mais bien sûr, encore avant ça, il y a les entraîneurs, les partenaires d'entraînement et une mention spéciale à Thomas Loubersan et à Gabriel Levent qui ont été présents constamment pendant mon camp. Thomas qui est mon maître et qui est vraiment déjà un homme incroyable et un maître vraiment et un partenaire d'entraînement c'est du caviar, tout simplement, qui m'a apporté tellement. Et vraiment, peu importe comment le combat se déroulera, on peut pas, j'ai pas ma boule de cristal, on peut pas lire le futur, mais ça aura été une expérience absolument phénoménale. Donc, ouais, j'ai perdu le fil de ta question, du coup. À l'étranger, tu sais, combattre à l'étranger. Ouais, pardon.
l'étranger, non, c'était super. C'était super de combattre à l'étranger. Moi, j'ai adoré. Ça m'a permis de voyager beaucoup. J'ai d'ailleurs vécu aux États-Unis pendant un peu plus de 2 ans. Tu découvres des cultures différentes. Tu peux ressentir une hostilité dans certains pays. Et je pense à la Russie particulièrement, où en fait, ils avaient fait venir à l'époque une équipe de Noirs pour combattre contre les Russes blancs. Et le truc, c'était. Et en fait, ils demandaient que des combattants noirs. Et ça c'est un truc que j'ai su après parce qu'on ne m'avait pas informé. Bon, je serais allé combattre quand même. Mais en gros, c'est ça les ambiances. C'est ça les ambiances. Enfin, à l'époque, hein, on parle de 2009, les années comme ça. Les ambiances, c'était ça. Et en fait, tu te retrouves avec une hostilité, mais qui est palpable. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ça, c'est des mauvais souvenirs. C'est des mauvais souvenirs, mais c'est des mauvais souvenirs, mais c'est aussi des souvenirs qui te forgent d'expérience et puis qui te font dire que parfois tu es bien chez toi et puis tu te rends compte que parfois tu combats chez toi et tu as quasiment la même hostilité parce qu'il y a malheureusement qu'en France que, en tout cas, j'ai l'impression que les gars ne soutiennent pas assez leurs combattants. C'est un peu une mentalité de chez nous, malheureusement aussi. Hein. Alors, bien sûr, c'est pas une généralité, hein, c'est pas tout le monde. Et je reçois énormément de soutien. Et je ne parle pas des affrontements franco-français, mais ça m'était arrivé à l'époque d'affronter Jacare, qui était un Brésilien, ça c'était en grappling. Et tout le public soutenait Jacare, alors que j'étais un petit gamin de 19 ans qui était là pour kiffer un combat. Et en fait, tu as les mecs qui soutiennent le Brésilien parce qu'il est un champion, alors que tout le monde doit dire vas-y, petit, courage, c'est bien ce que tu fais. D'ailleurs, je me suis fait éclater. Mais c'était normal, enfin, c'était impossible de le battre. Il était au top en plus à cette époque-là. Mais ça, c'est quelque chose qui me choque particulièrement de voir qu'on ne va pas soutenir le français face à un étranger particulièrement. C'est quelque chose qui me surprend, en fait. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours trouvé surprenant ici. Après, quand il y a des affrontements franco-français, c'est autre chose. C'est normal de choisir un camp et puis le public sera toujours partagé et c'est OK. Mais il faut respecter les combattants. Il faut respecter les combattants. Par exemple, pour ce combat, je n'ai jamais ressenti autant d'hostilité. Autant d'hostilité, alors énormément de soutien, mais un côté hostile hyper malsain parce que tu as une partie qui est là, ouais, le mec, c'est un sale flic, etc. Alors que bon, je ne suis plus flic depuis des années et de toute façon, ce n'est pas histoire de l'être ou de ne plus l'être. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours représenté avec beaucoup de fierté. Mais tu as encore ces mecs-là qui sont là-dessus et qui voient un flic face à un autre gars. Et je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant qu'on en soit là-dedans. On fait du sport. On donne un show déjà pour nous-mêmes, pour nous dépasser, pour être les meilleurs. Et ensuite, éventuellement, le plus, c'est de divertir le public. Sauf que moi, je ne combats pas pour divertir le public. Je combats pour moi. Je combats pour être le meilleur et pour remporter le combat. Le bonus, c'est le divertissement du public, bien sûr. Et il faut être très lucide là-dessus. Que tu as toujours plein de combattants qui disent ouais, c'est pour vous, c'est pour le public. Non, c'est pas pour le public, c'est des conneries. Mais à un moment donné, il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. Tu combats pour toi parce que tu veux être le meilleur. Et ça, c'est la vérité. Et si le public peut bénéficier grâce à ça de superbes actions, eh ben, c'est que du bonus. Et moi, quand je combats, c'est hyper spectaculaire. Donc, dans 90% des cas, le public kiffe. Mais je combats pour moi, je combats pour ma famille, je combats pour mes coachs. Et le public, c'est tout bénef si je peux les régaler. Et je fais en sorte de les régaler. Mais il ne faut pas se tromper, il faut se recentrer et il faut être lucide là-dessus aussi. Tu me parlais de la BAC, enfin, le BAC, la police, quand tu as travaillé à l'époque. Et justement, ouais, que tu en avais souffert justement de cette image, parce que je le vois sûrement avec Benoît Saint-Denis, qui était dans les forces spéciales. Non, ou est-ce que tu en as eu souvent des critiques comme ça? J'en souffre pas parce qu'en fait, les mecs qui mettent ça sont des abrutis. Faut appeler un chat, comme on dit. Hein. C'est les mecs qui sont limités. Parce que déjà, pour être dans ce type de poncif, de cliché, il faut être un petit peu limité. Ensuite, malheureusement, de nos jours, il y a le côté que je n'aime pas dans Internet, c'est tout le côté anonymat, tout le côté où on peut se permettre de dire plein de choses parce qu'on est caché derrière un écran, qui permet, et le côté accessibilité aussi, où tout le monde peut parler à tout le monde. C'est-à-dire que potentiellement, demain, tu as un mec qui écrit à Lionel Messi, même si on sait très bien que ce n'est pas lui qui va gérer ses réseaux, mais potentiellement, si Lionel Messi veut prendre la main sur ses réseaux, le mec peut communiquer avec lui, alors que c'est
c'est une légende, c'est une méga star, etc. Et ce que je veux dire, c'est que nous, à un beaucoup plus petit niveau, on peut entrer en interaction directe avec ça. Et tu te rends compte, en fait, de la limite de beaucoup de personnes. Enfin, tu as quand même un mec, là, qui m'a... c'est pas plus tard que la semaine dernière, et ça m'a beaucoup fait rire. Un mec, il s'appelle Alexandre. Le père, il m'a unfollow sur Instagram parce que j'ai mis des chaussettes arc-en-ciel. Et des chaussettes arc-en-ciel et qui m'a dit, ah ouais, euh, tu soutiens les LGBT, etc. C'est une honte. En plus, en plus de ça, moi, maintenant, je vais donner mon soutien à Abdoul parce que tu soutiens les homosexuels et c'est inadmissible. En plus, tu es un ancien flic et on sait très bien que les flics détestent ça. En plus, dans le MMA, on sait aussi que les mecs détestent les PD, c'est ce qu'il a écrit, hein, c'est pas mes propos. Et en fait, et ce mec-là, et c'est rare que je débatte avec un gars, surtout dans ces moments-là, mais j'étais obligé de le recentrer, le mec, parce que déjà, qu'est-ce que ça peut te foutre si quelqu'un est homo? C'est sa vie, et puis c'est très bien pour lui. Et en fait, il faut juste que la personne soit heureuse. Et qu'est-ce que ça peut te foutre que je mette des chaussettes arc-en-ciel? Et même si je suis homosexuel, qu'est-ce que ça peut te foutre dans l'absolu? Je suis un combattant, d'accord? Je fais ce que déjà, je suis un homme, je fais ce que je veux dans ma vie. Et si je veux mettre des chaussettes arc-en-ciel, eh ben, je mettrai mes belles chaussettes arc-en-ciel. Et en fait, voilà, je dévie un petit peu, mais c'est hyper grave, en fait, la proximité que peuvent avoir les gens et puis les échanges que tu peux avoir parce que tu te rends compte que les gars, ils sont limités et parce que Benoît était militaire parce que moi, je suis flic, on est raciste. C'est-à-dire que quand le mec me dit à moi que je suis flic raciste, il me voit même plus comme étant métis, il pense que ouais, je vais attraper un noir et je vais le traiter de sale noir, par exemple. Et si ça, c'est pas montrer une limite intellectuelle terrible, c'est chaud. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et non, c'est hyper problématique. Et puis, en fait, tu te rends compte que les mecs, ils connaissent rien de ta vie. Ils connaissent rien de ta vie, ils se permettent d'émettre des jugements. Voilà, j'ai vu un commentaire qui m'a fait réagir, alors qui m'a fait réagir intérieurement, auquel je n'ai pas réagi, mais qui disait, ouais, Benoît Saint-Denis est proche de l'extrême droite. Ok, dans l'absolu, si votre extrême droite, qu'est-ce que ça peut vous foutre dans l'absolu? Parce qu'il y a quand même presque la moitié des Français qui ont voté extrême droite aux dernières élections, je tiens à le rappeler. Sauf que les gens qui votent extrême droite ne le disent pas, mais c'est la moitié des votants ou presque, d'accord? Donc, qu'on fasse tout un char parce que tu as un combattant qui potentiellement voterait selon des dires, et on n'en sait rien, puis de toute façon, ça ne regarde personne. C'est quand même incroyable de s'arrêter à ça. S'il veut voter extrême droite, qu'il vote extrême droite. Et c'est son problème. Nous, on lui demande de combattre, Benoît Saint-Denis. On lui demande de combattre. Potentiellement, on lui demande d'être un gars sympa pour être cool, pour être accessible. Et il est super accessible. Et c'est un mec super que je connais personnellement et que j'apprécie énormément. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre s'il vote pour Mélenchon, s'il vote pour Le Pen ou s'il vote pour je ne sais qui? Qu'est-ce que ça peut faire aux gens? C'est un combattant. Voilà. On lui demande de combattre et on lui demande de performer. Et même dans l'absolu, il fait ce qu'il veut. S'il veut performer, il performe. S'il ne veut pas performer, il ne performe pas. Donc, c'est ces associations en plus qu'on fait. Karl, flic, Benoît, militaire. En plus, ils traînent ensemble. Ils sont potes. Ouais, c'est mon pote. C'est mon pote et je l'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup. Et il ne m'a jamais traité de sale noir pour l'instant. Donc, ça, j'apprécie. Merci, Benoît, de ne pas être parti en vrille à ce niveau-là. Je vais redescendre un peu, faire retomber un peu l'atmosphère. Alors, tu m'as dit que tu avais ton frère. C'est vrai que l'atmosphère c'est monté d'un cran. Je vais redescendre un peu. On va être un peu plus cool. Et en plus, fais attention parce que je monte vite en ce moment-là. Je suis à une semaine. J'ai vu. La semaine prochaine, promis, je te croise pas au combat. Enfin, je te croise après. Je viens pas avant. Mais non, je voulais savoir. Alors, les gens l'ont pas vu. On avait bizarrement au moment de la connexion, j'avais mon t-shirt Sangoku et Karl avait son mug Vegeta. On n'avait pas prévu. Je peux ressortir mon mug. Il est là. On s'est connecté. La question que j'avais un peu plus fun. Alors tu m'as dit que ton frère était ton modèle. Mais est-ce que voilà, quand tu étais jeune, tu voulais ressembler à un mec d'un film ou d'un jeu vidéo? Est-ce que tu étais fan de jeux? Est-ce que tu jouais, etc. Voilà. Écoute, c'est assez drôle parce que j'en parlais tout à l'heure avec mon kiné. Je parlais de ça tout à l'heure avec mon kiné et je parlais de fierté et d'ego. Je parlais de fierté et d'ego et je disais que
moi, depuis petit, et je sais que ça peut sembler très stupide pour certaines personnes, mais depuis que je suis petit, j'ai justement comme un modèle, et c'est Vegeta. Parce que je me retrouve dans son état d'esprit. Vegeta, c'est pas le mec le plus fort, c'est pas le Saiyan le plus fort, mais c'est un guerrier de malade. Le mec, il lâche jamais l'affaire. Et il devient le plus fort à des moments, juste parce qu'il lâche pas l'affaire. Et t'as le mec, t'as son Goku qui est super doué, qui est cool, qui est truc. Et Vegeta, c'est un mort de faim. Et en fait, je m'identifie vraiment à lui dans ma personnalité. Alors, c'est pas parce que Vegeta est Vegeta que je suis devenu qui je suis. Mais je vois beaucoup de similitudes dans ça. Et d'ailleurs, pour ce combat, le plus gros cadeau qu'on m'ait fait, c'est de ne pas me respecter. C'est de penser que j'allais me faire éclater, etc. Les mecs, ils ont fait une erreur, mais ils ne sont même pas prêts. Parce que ça a piqué mon ego. Je suis fier, je suis orgueilleux. Et c'était une grosse erreur parce que j'ai fait le camp de ma vie. Et je vais donner ma vie dans le combat, en fait. Et je pense qu'il y aura des surprises. Je pense il y a beaucoup de gens qui risquent d'être surpris. Euh, Ils vont être surpris. Ils vont être surpris. Ils savent déjà, je me suis coupé de tout, je suis dans ma bulle. J'arrive avec des trucs sombres. Tu vois, la tension, elle remonte vite, je te dis. Elle remonte vite, mais là, j'aime bien parce que tu me lances sur la question que je voulais te poser, et ça, c'est parfait. D'où il vient ce surnom Psycho? Parce que là, c'est parfait. Là, t'es bien. Là, je te lance. Là. Il vient là. Justement, tu vois, il vient de là. C'est-à-dire que je peux te déconner. Je peux te parler d'un truc super noir et puis te déconner la seconde d'après et puis repartir. En fait, tu me vois à l'école avec ma fille. Il n'y a pas un père de famille qui est comme moi, je suis avec ma fille. On fait tout ensemble. On joue à Dragon Ball Z ensemble. On peut jouer au jeu ensemble. On fait tout, en fait. Et puis, il me suffit d'une seconde et je switch et je passe en mode combat et je suis le plus dur des combattants quand c'est comme ça. Donc ouais, le surnom Psycho, c'est vraiment le changement de personnalité qui est très prononcé en fait. Karl, est-ce que comme tu es un combattant d'expérience justement, est-ce que tu as des jeunes, entre guillemets, enfin, il n'y a pas forcément des jeunes, mais qui te demandent des conseils? Alors je donne des cours. Je donne des cours de MMA pour les amateurs, pour les pros. Donc bien sûr, on me demande des conseils. On me demande aussi des conseils parfois sur les réseaux, etc. Et puis quand je peux en donner, j'essaie de donner les meilleurs conseils, toujours. Je pense que c'est important. Ouais. Mais je pense qu'en fait, que plutôt que de répondre à des conseils, j'essaie par mon attitude de montrer l'exemple. Mm-hmm. J'essaie de montrer l'exemple voilà, en faisant pas de cinéma, en faisant pas d'écart de conduite. Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que c'est naturel en fait. Mais je tâche de me montrer exemplaire dans ma façon de combattre et dans les messages qui passent, que ce soit même dans les interviews, etc. Tu vois, quand on parle de Benoît et que je dis que les gars, c'est les abrutis parce qu'ils t'insultent pour une paire de chaussettes que tu mets, peut-être que ça, c'est un conseil pour des gens qui auraient pensé comme ça éventuellement et qui vont se dire, ah ouais, faut peut-être que j'arrête de partir en couille et que je respecte le gars aussi, et que je respecte la personne et que j'avais pas à émettre des critiques, que ce soit sur le physique ou autre, parce que c'est juste pas correct en fait, et que parce qu'on est sur cette génération-là qui a grandi avec les réseaux sociaux maintenant, que les gars se permettent tout et n'importe quoi. Et la plupart du temps avec des profils cachés. Et c'est pas OK en fait. C'est pas OK de faire ça. C'est pas OK de faire ça parce que derrière, il y a des gens qui s'entraînent dur, qui font des sacrifices dont tous ces gens qui parlent, que ce soit même en bien ou en mal en fait, ils n'ont pas idée de ce qu'on vit en termes de sacrifices. Et une carrière de sportif de haut niveau, ce sont des sacrifices de tous les jours. Et ça, il faut le comprendre. Donc, en tout cas, pour moi, c'est très malvenu quand il y a des gens qui permettent d'établir des jugements hâtifs sans rien connaître, sans rien savoir, sans savoir ce qui s'est passé, ou tu fais un mauvais combat et tu as des gens qui se disent c'est bien fait pour lui. Mais même ça, tu vois, c'est bien fait. Pourquoi c'est bien fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et on voit ça beaucoup maintenant. On voit ça beaucoup, mais c'est pas que dans le combat, c'est dans les réseaux sociaux en général, et c'est dangereux. Donc attention à ça. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux plus jeunes générations. C'est pareil pour les combattants. Les gars, lâchez les réseaux avant les combats. Arrêtez de regarder ce qu'on dit de vous. Arrêtez avec ce truc de narcissisme, de regarder combien j'ai eu de likes, combien j'ai eu de trucs. Ça peut être bon pour les sponsors. Bien sûr, les sponsors, ils vont t'apporter de l'argent, des choses. Mais avant ça, gagne tes combats, fais une carrière. Parce que c'est pas avec 3 combats que tu vas
que tu auras des super sponsors. C'est avec des super performances que tu auras des super sponsors. Et puis avec la personnalité qui va avec aussi, dans laquelle un sponsor a potentiellement envie de se retrouver parce que tu dis des choses qui sont justes, qui sont bonnes et qui sont sensées. Est-ce que, j'ai oublié de te poser ces questions, mais est-ce que tu as des regrets depuis le début de ta carrière? Oui, des regrets. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui vit beaucoup avec des regrets parce que je pense que les mauvais choix et les échecs font partie du chemin. Euh, mais si je devais avoir des regrets, c'est peut-être d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Aux mauvaises personnes, j'ai rencontré des très mauvaises personnes sur mon chemin. Je leur ai fait confiance, mais je me suis trompé, j'aurais pas dû. Ou j'ai donné trop d'importance à certaines personnes qui étaient parfois manipulatrices ou simplement qui étaient nocives dans ma vie. Et avoir fait confiance à ces personnes, c'était une erreur. C'était une erreur, mais donc ça a fait que j'ai chuté à certains moments, mais ça a aussi forgé une partie de mon caractère. Ça m'a donné cet esprit extrêmement revanchard et qui fait que je suis là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je parle d'expérience, je parle de chemin qui devait se faire. Et je pense que je ne regrette pas. J'ai rien perdu en fait. J'ai rien perdu parce que je me suis battu, mais j'aurais pu perdre beaucoup. J'aurais pu perdre beaucoup. J'aurai l'occasion de parler de tout ça, mais j'aurais pu perdre beaucoup et à force d'abnégation, je suis resté debout justement. Je suis resté debout et j'ai montré, comme je disais tout à l'heure, que je peux mourir debout, mais il n'y a pas de problème. Par contre, il va falloir me descendre. Et je ne suis pas facile à descendre. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Karl, merci infiniment. Franchement, c'était au top. Merci. C'était au top ce petit épisode. Et ben, je te dis à très vite parce que on va se revoir, on va rediscuter et voilà. Et franchement, c'est toujours passionnant de t'avoir. Donc, Ça merci. sera avec grand plaisir et je veux juste avoir un mot final si c'est OK pour toi, Bien sûr. pour mes coachs, parce que voilà, j'ai eu des grosses déceptions et j'ai eu la chance de m'entourer d'une nouvelle famille. Je pense, je pense à Guillaume Pelletier, mon manager, et je pense à chacun de mes coachs. Je pense à chacun de mes coachs, que ce soit coach, kiné. Je ne vais pas tous les nommer parce que c'est long, mais ils se reconnaîtront. Et vraiment, sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que, ouais, dans la cage, on est tout seul et puis c'est nous qui prenons toute la lumière. Mais il faut aussi savoir dire merci aux gens sans qui ça n'aurait pas été possible. Et j'ai la chance vraiment d'avoir été entouré par des gens absolument exceptionnels, que ce soit préparateur physique, coach de boxe, Muay Thai. Voilà, chez Strike Academy, on est chanceux d'avoir ces gens-là et je suis chanceux de les avoir eus sur mon chemin et heureux de partir avec eux au combat pour une nouvelle aventure. Et vraiment, ouais, mention spéciale à Thomas Loubersan et Gabriel Levent pour le travail qu'on a fait, pendant 3 mois maintenant. C'était une dinguerie et j'ai hâte de pouvoir montrer les fruits de mon travail. Karl, merci encore. Merci Merci, encore pour Saïd. tout. Et je te dis à très bientôt et bonne continuation. Yes, au top. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, liker, etc. Pour rappel, il est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc., etc. À très bientôt dans l'arène.